Les Américains disent qu'ils sont la première puissance au monde. Les mêmes analystes disent, vous ne l'êtes pas. Vous êtes l'armée la plus dépensière au monde avec le plus gros budget. Ça, c'est vrai. Mais vous n'êtes pas les plus puissants au monde. On va développer ça. L'Iran envoie les 10 points que j'ai lus dernièrement devant vous. Les Américains, dans le dos des Américains, c'est une tautologie, mais excusez-moi, je vais dire, l'administration Trump, le régime criminel, le régime génocidaire de Donald Trump, dans le dos des Américains et de leurs patrons israéliens, ont accepté. Pourquoi? Parce que les grosses entreprises, les multinationales ont dit à Donald Trump, le monde va aller en récession. Vous faites 2 mois de guerre, 3 mois de guerre, au maximum 90 jours, le monde va aller en récession. Et tu voudrais que le monde parte en récession à cause de toi? Tu as trahi toutes les promesses que tu as faites aux Américains. Tu attaques même ceux qui ne sont plus d'accord avec toi. Est-ce que tu es prêt à aller? Donc Trump, il est entre le marteau et l'enclume. Il accepte le deal iranien. Et quand l'Iran maintenant sort et publie le deal, ils disent que les Iraniens ne comprennent pas anglais. Et qu'eux, ils n'ont pas accepté tout ça. Il y a 2 choses qui se sont passées que vous n'avez pas vues, que les médias même, ce qu'on appelle les mainstream, ne vous ont pas montré. La délégation iranienne a utilisé 3 avions. 3 avions pour éviter d'être abattus en plein air par Israël. Parce que Israël cherche à tellement assassiner les dirigeants, donc ils ont utilisé 3 avions totalement différents et on ne savait pas dans lequel des 3 avions ils étaient. Tous les 3 avions ont pris la même direction pour le Pakistan. Je n'ai pas fini. J'ai une bombe à retardement. Je plante le décor. Donc, ça c'est un. Deuxièmement, les Iraniens arrivaient à l'aéroport dans la plus grande discrétion, sans sirène, sans ceci, sans cela, pour éviter qu'ils soient tout de suite suivis. Ils se sont rendus à l'aéroport, Dieu seul sait comment. Personne n'a su qu'ils étaient à l'aéroport, seulement on a appris qu'ils étaient là-bas. Parce que je voulais savoir ce qu'Israël allait tenter de faire. Puisque moi, ce sont mes parents, les Iraniens. Ah, moi, je vous ai dit depuis le premier jour, hein, je me bats pour l'Iran. Ça, je ne cache pas à quelqu'un. Je suis iranien, ça s'arrête là. Et je suis libanais. Pas les Libanais voleurs de Côte d'Ivoire, mais je suis les Libanais qui subissent aujourd'hui le martyre, qui sont tués, massacrés par Israël. C'est de ceux-là que je parle. Donc les Iraniens arrivent à l'aéroport, ils laissent le vice-président embarquer. Maintenant, ils envoient un message à la Maison-Blanche. Ils disent, on ne monte pas dans l'avion, on est à l'aéroport, mais on n'embarque pas, tant que vous n'êtes pas d'accord avec le Liban. Et tant que Israël n'arrêtera pas de bombarder le Liban, on ne va pas à ces négociations. Donc Trump était obligé d'appeler Benjamin Netanyahu dans la grande discrétion. Il faut arrêter ça. Et vous avez vu, Benjamin, je vais vous faire écouter tout ça, mais je prends d'abord le décor. Benjamin sort, il s'énerve, il raconte toute sa vie. Très énervé. Donc, momentanément, il faut un cessez-le-feu au Liban. Parce que l'Iran dit, il y avait 2 conditions. Sans ces 2 conditions, l'Iran ne va jamais aller à ces négociations. La première condition, l'Amérique détient à travers le Qatar une histoire, je crois, de 6 milliards de dollars iraniens. L'Iran dit, on veut que l'argent soit décaissé avant qu'on ne bouge. L'argent était décaissé. Attendez, moi, je vous ai dit une chose, depuis que j'ai commencé cette aventure avec vous, c'est malheureux de le dire, je n'ai pas envie de dire c'est une aventure, mais c'est ici. Je vous ai dit que les marchés réagissent plus aux déclarations de l'Iran que de Donald Trump. Donc quand l'Iran dit, on a payé notre argent là, je vous demande pardon, allez passer votre route, c'est que ça a été payé. Mais les Américains disent, l'argent n'a pas été versé. L'Iran dit, nous on a reçu notre argent, c'est tout.
Deuxième condition, pour qu'ils embarquent dans l'avion, il faut qu'on arrête le bombardement au Liban. Et Trump, c'est là. Vous devez savoir si oui ou non l'argent a été payé ou non. Israël a arrêté les bombardements. Ils sont montés dans l'avion. Ils sont arrivés. On les a vus. C'est après que moi-même j'ai su qu'ils avaient prévu 3 avions. Mais les 3 avions, le même nombre de la délégation, les mêmes personnes avec les mêmes corpulences, les mêmes personnes avec le même accoutrement, ils se sont dirigés, chacun s'est dirigé dans un premier avion qui a décollé, il y a un deuxième avion qui a décollé, il y a un troisième. Mais là, dans quel avion ils sont? Personne ne savait. C'est arrivé au Pakistan qu'ils ont su réellement dans quel avion les Iraniens étaient. La délégation, je veux dire. Parce que la délégation, à l'exception du guide suprême, Mojtaba, tout le Gotha du gouvernement iranien était présent. Tout le monde. À l'exception du guide et du président. Le guide et le président n'y étaient pas. Mais à part ça, ministre de l'économie et des finances, ministre des affaires étrangères, ministre de ceci, ministre de cela, Assemblée nationale, président de commission, tout, ils étaient nombreux ceux qui sont allés à cette négociation. Parce que c'était la première fois depuis 1971 que les Américains et les Iraniens discutent directement. C'était la première fois depuis 1971, si je ne me trompe pas. Donc, arrivé, vous avez vu, les Américains ont fait leur petit malin. Ils ont fait leur petit one-man show. Et, on va revenir dans les détails. Après 21 heures de négociation, l'Iran dit, non, on ne bouge pas. Maintenant, Trump dit, d'après les mensonges, puisqu'il est, je ne sais pas, moi je suis un fan des réseaux sociaux. Mais ce n'est pas tout qu'on vient dire sur les réseaux. C'est-à-dire on a l'impression qu'il est en train de dénaturer la fonction présidentielle aux États-Unis. Alors que le président américain est supposé apporter la stabilité financière, la stabilité économique, la stabilité politique, la stabilité au niveau de la paix dans des régions. Mais un président qui passe sa vie à parler sur les réseaux, il dit une chose aujourd'hui, demain il vient dire autre chose. L'individu a perdu toute sa crédibilité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il est l'humiliation, les Américains même le disent, les plus hauts officiels américains le disent, que depuis l'Amérique existe en tant qu'État, c'est la première fois qu'un président américain détruit l'image du pays. C'est Trump. En fait, les gens ont voté pour Donald Trump à cause de sa grande gueule, mais les gens n'ont pas pris le temps de ce qu'on appelle le background check, c'est-à-dire le parcours de Trump. Trump est un être complexé. Il est complexé et ce qu'il demande, l'Éternel ne pourra jamais lui accorder ça. Trump veut même surpasser les prophètes. Je répète, Trump veut même surpasser les prophètes envoyés par Dieu. Vous n'avez qu'à suivre les accrochages qu'il a eu tout récemment avec le pape Léo, je crois, le pape Léo, qu'ils ont menacé, ils ont même insulté. C'est la première fois dans le monde. Même nous qui avons des présidents musulmans, jamais aucun de nos présidents ne va manquer de respect au pape. Parce que nous estimons que dans nos pays, il y a des chrétiens, il y a des catholiques qui vivent en harmonie avec nous. Et leur représentant, c'est comme un chrétien qui s'est là pour insulter, par exemple, l'imam de la grande mosquée, par exemple de Bamako, ou bien de Bobo Dioulasso, de Ouagadougou, de Niamey. On ne peut pas accepter. Donc pourquoi nous, on va insulter le pape? Mais Trump l'a fait. Le Pentagone l'a fait et la Maison Blanche l'a fait. Parce qu'il se croit supérieur au pape. Il est au-dessus du pape. Ils l'ont dit avec aucune ambiguïté, de façon claire et nette. Donc vous voyez jusqu'où va
la dangerosité psychologique de l'homme, Trump est complexé. Pour lui, il se met au-dessus de l'humanité. Voilà comment Trump voit sa maudite, idiote personne comme au-dessus de tout le monde. Et il le dit de façon claire et nette. La loyauté de ceux qui travaillent avec moi, ce n'est pas envers ni la Constitution, ni les États-Unis, mais envers moi, leur président. Tu n'es pas loyal, alors Trump te vire. Voilà comment ça fonctionne. Et nous, on est contents. Pourquoi? Parce que des gens comme Trump, nous prions Dieu que le monde ait des présidents dans des pays idiots pour que ces pays-là descendent, pour que ce soit leur chute. De sorte que ceux qui sont oppressés, dominés, puissent enfin se réveiller et dire « Oh oh !» Donc ce n'est pas un Dieu, il a le sang qui coule comme nous. Donc ce qu'il dit qu'il est, il ne l'est pas. On dit « Ah, d'accord. » Alors, donc ces négociations qui ont eu lieu, mais avant de vous faire écouter ces négociations, ce qui s'est passé, permettez-moi d'abord de vous faire écouter ceci. Quelque chose que Benjamin Netanyahou a dit, il n'y a pas trop longtemps. Le pays aujourd'hui qui négocie, le pays aujourd'hui qui fait tout pour ramener la paix dans la région, le Pakistan. Alors, qu'est-ce que Trump a dit? Il dit Trump, qu'est-ce que Benjamin Netanyahou dit de cette personne? Écoutez, je vais vous amener à écouter. Check it out. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Alors, il parle de l'Iran et du Pakistan. Le Pakistan qui est en train de négocier pour la paix. Le Pakistan est un État nucléaire qui possède l'arme nucléaire. Alors, vous écoutez la voix, mais si je vous montre l'image, ce serait beaucoup mieux. Permettez-moi de revenir ici rapidement, j'espère pouvoir le faire. Ok, je vais rapidement... Ok, on va écouter ça. Have you seen this video? Check it out. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Il dit le premier, c'est l'Iran. Le deuxième, c'est le Pakistan. On écoute. And the greatest mission that we have is to prevent. Il dit, la plus grande mission que nous avons, nous. Mais quand il dit oui, en anglais ça veut dire nous, de qui il parle? Israël, le monde occidental, la civilisation occidentale, les États-Unis. Oui, c'est qui? We don't know yet. Oui, en anglais, c'est nous. Et nous, c'est impersonnel. Ça veut dire qui? Il dit, la plus grande mission, la plus noble que nous avons, c'est... a militant Islamic regime from... Il dit, c'est de faire en sorte que les régimes islamiques, voilà là où beaucoup de personnes sont en erreur. C'est pour là le bâtard de secrétaire général de la guerre de Trump, il dit la guerre que nous faisons, c'est une guerre sainte. Il y a des bâtards, escrocs, voleurs, assassins, criminels, pédos. Toi, tu sais ce qu'on appelle une guerre sainte? Qui a décrété la charia? Qui a décrété cette fatwa-là? C'est vous? Quel est l'ordre divin que vous avez pour décréter cette guerre sainte? Il daga dépite avec cette bâtard que tu es. C'est toi qui as décrété. Il faut nous montrer le décret de Dieu qui dit que ce que vous êtes en train de commettre là, c'est une guerre sainte. Quand vous envoyez 3 missiles Tomahawk sur une école de jeunes filles de 8 à 10 ans, sur le champ, 168 sont tués. C'est ça votre guerre sainte? Imbécile que vous êtes, idiot que vous êtes.
ce criminel de bâtard appelé Benjamin Netanyahu. Il n'a qu'à attendre, son tour va arriver, il est pressé. Moi, je prie Dieu que Benjamin ne soit pas tué par Israël et par l'Iran. Mais qu'une opération secrète enlève Benjamin Netanyahu, comme les Américains ont enlevé Maduro au Venezuela. Ma prière à Dieu, et en même temps qu'ils vont enlever Benjamin Netanyahu, il est jugé publiquement sur Internet et puis exécuté devant tout le monde. Voilà ce que je veux et ce que je souhaite. Je ne sais pas si ça va arriver. Parce que ce monsieur-là mérite d'être exécuté devant le monde entier. Pour les multitudes de mensonges et de crimes qu'il commet. Au Liban, en 10 minutes, ils ont envoyé plus de 100 missiles. Sur le champ 254. Après qu'on ait extrait des corps des gravats, c'est monté à 300 et quelques personnes. En moins de 24 heures, en 10 minutes, plus de 300 et quelques personnes ont été tuées et des milliers ont été blessés. Et là encore, on n'a pas fait tous les décomptes parce qu'il y en a qui sont sous les gravats. Et ça, c'est Israël qui a bombardé. Et je l'ai vu personnellement se vanter, on a tué 300 terroristes. On a écouté les secours, les services de secours là qui étaient sur les lieux. Mais rien. Si c'était des terroristes, quand on tue des terroristes, on trouve des armes dans les maisons des terroristes. On trouve des drapeaux, on trouve des enregistrements vidéo, des enregistrements vocaux, on trouve plein de choses qui lient ceux qui ont été tués au terrorisme. Mais rien de tout ça, ce sont des maisons de civils. Et ils se vantent, on a tué plus de 300 terroristes. Et ils ont créé un système en Israël. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, je prie Dieu que la guerre en Iran ne s'arrête pas. Je répète, je prie Dieu que la guerre ne s'arrête pas. Jusqu'à ce qu'Israël soit réduit à néant. C'est ma prière. Parce que dans la boîte de nuit en Israël, ils ont créé, les DJ ont fait un montage. Et vous voyez les enfants danser. Et pendant qu'ils dansent, ils font passer des vidéos de ce qu'ils ont fait en Palestine. Les femmes violées, les enfants violés, les jeunes filles violées. Ils portent même les t-shirts, excusez-moi, les dessous des femmes, ils portent et puis ils font ça. Les vidéos là, ils font passer en écran géant dans les boîtes de nuit et les gens crient, ils dansent. Mais rien de bon ne peut sortir de ce peuple-là, c'est fini. Rien de bon ne peut sortir de ce peuple. Et ceux qui sont en train d'être tués, ces enfants-là aussi prient vengeance. Tous les jours que Dieu fait, eux aussi veulent se venger. Mais il faut que cette guerre s'arrête un jour. Pour qu'elle s'arrête, il faut qu'Israël soit complètement détruit. Je m'en fous que Jérusalem, il y ait des trucs comme ça, c'est pas ton problème. Moi, je ne suis pas dedans. Qu'on détruise tout. Et puis ceux qui vont venir là, ils n'ont qu'à se rappeler de ce que leurs parents ont fait. Et puis ils vont prendre le bon chemin. Depuis que j'ai vu ça dans les boîtes de nuit, c'est un documentaire sur lequel je suis tombé. Les gens pensent que cette guerre-là, si vous voyez que les gens continuent là, mais il y a une raison. C'est-à-dire la profondeur de cette guerre. Ce qu'on appelle les maîtres, les rabbis, ou les rabbins, tous ces petits bâtards qui portent ces petits genres de trucs noirs sur leur tête, là, les Nyamgodé, là. Ce qu'ils enseignent dans les synagogues là, en Israël. Là. Mais allez écouter. C'est eux qui disent à Benjamin, ce que tu fais, c'est un ordre divin. Tu as accompli la volonté de Dieu. C'est ça que Dieu attend de toi. Mais dans le même temps, regardez bien. Dieu dit, je suis un Dieu de justice et non un Dieu de désordre. Dans le même temps, je vais permettre à ceux qui connaissent un peu la Bible, ou la Torah surtout. Ah, tu connais la Torah, il y a encore deux fois écouter. Je connais la Torah. La Torah, David, que nous appelons Daouda, le prophète Daouda,
Un jour, un après-midi ensoleillé, il était sur sa terrasse. Et de sa terrasse, il a vu la femme d'un de ses officiers. Très belle femme, jeune femme. On dirait que Dieu a dessiné la femme. Quand il a vu la femme, il a perdu le contrôle de ses sens. Il a envoyé quelqu'un appeler la femme. Je crois qu'elle se lavait et elle est rentrée s'habiller. Donc, par inadvertance, ou c'était la volonté de Dieu, je ne sais pas trop, mais en tout cas, David a vu ce qu'il ne devait pas voir. Au lieu de tourner le regard, il n'a pas tourné. Il a contemplé jusqu'à ses salives sont sortis. Il a envoyé quelqu'un appeler la femme. Elle est venue, il lui a demandé d'aller avec lui. Elle dit, mais je suis la femme de ton général. Il dit, tout ce qui est en Israël m'appartient. Ton mari m'appartient, toi-même tu m'appartiens. Mais c'est un roi qui a demandé à la femme de quelqu'un de coucher avec lui. Elle a fait. Elle est tombée enceinte. Quand on lui a dit qu'elle est tombée enceinte, il a envoyé quelqu'un appeler le mari de la femme. En ce moment, Israël était en guerre. Quand le mari est venu, il dit, ah non, je voulais que tu te reposes un peu, comme la guerre, ça fait longtemps, tu es une très belle femme, une jeune femme, elle est derrière toi, c'est pas joli. Il a su tout de suite que quelque chose n'était pas correct. Il a dit, va chez toi, et puis peut-être 2-3 jours après, tu peux, parce qu'il voulait faire porter la responsabilité de la grossesse au mari. C'est comme Dieu aussi avait averti le mari est arrivé, il a refusé de rentrer dans sa maison. Il s'est couché, il s'est assis devant la porte, il a dormi devant la porte. Parce qu'il avait mis des gardes aussi pour surveiller si le monsieur allait rentrer chez lui et s'il allait toucher à sa femme. Le gars n'est pas rentré. Ils sont venus lui dire, il n'est pas rentré. Il dit quoi? Il dit, il n'est pas rentré. Il a appelé le monsieur, il dit, mais pourquoi tu n'es pas rentré? Il dit, mais pendant que mes hommes sont en train de mourir sur les champs de bataille, tu voudrais que moi je rentre et puis prenne du plaisir avec mon épouse. Ma conscience ne me permettait pas de faire, c'est pourquoi j'ai refusé de rentrer chez moi. Et là, il était dépassé. Donc, que s'est-il passé? Il envoie le gars au front. Il dit, d'accord, il faut repartir au front. Mais avant d'arriver au front, il appelle le chef des opérations sur le terrain. Il dit, quand il arrive, je veux qu'il soit en première ligne. Le gars dit, mais c'est un de nos grands techniciens, c'est le grand stratège, tu le mets devant. Il dit, mettez-le devant. C'est l'ordre du roi. On l'a mis devant. À peine arrivé devant, il a été liquidé, il a été tué. Donc David a fait quoi? Il a commis 2 crimes. La femme accouche, un joli garçon, et puis le bébé meurt. L'enfant meurt, et David se met à pleurer. C'est là que vous avez vu beaucoup de psaumes de David. Il s'est mis à pleurer, pleurer et pleurer. Il ne voulait pas s'arrêter de pleurer. C'est là que Dieu a envoyé son prophète lui dire, si tu n'arrêtes pas de pleurer que je m'énerve, là, ce n'est pas bon pour lui. Donc il a qu'à se taire. Et David s'est tué, David s'est repenti. Il a fait quoi? Il s'est repenti. Il sait qu'il a commis un crime, il s'est repenti. Mais le bâtard qui est là, il veut croire qu'il est un David à lui. Il ne s'est jamais repenti. Le dimanche passé, hier dimanche, son procès devait commencer hier dimanche. Son procès, oui, il est reconnu coupable de corruption, de vol, d'intimidation, de chantage. Son procès, c'était prévu pour hier. Mais que s'est-il passé à notre grâce suprême? Ses avocats et la coalition qu'il a mis en place ont écrit au juge, le pays en guerre, comment en guerre vous voulez juger comment on appelle ça? Le chef suprême des armées. Et nous sommes en guerre. Vous allez nous affaiblir devant l'ennemi. Vous allez affaiblir le moral de nos troupes sur le terrain. Nous sommes en guerre. Donc on demande que la procédure soit mise en pause. Mais c'était la raison pour laquelle il a tué plus de 300 personnes au Liban. Parce qu'il ne veut pas aller affronter la justice. Il ne veut pas faire face à la justice. Il ne veut pas rendre des comptes. Comme Donald Trump, menteur, voleur, corrompu, assassin. Il est pareil avec cet idiot qui est là.
Voilà une des raisons, voilà pourquoi cette guerre en Iran, je n'ai pas besoin de vous le dire. Wallahi billahi, ceux-là ne gagneront pas cette guerre. Il y a trop d'éléments entre les mains de Dieu qui ne permettra jamais à ceux-là. Sinon, avec la puissance de feu des Américains, l'Iran aurait dû capituler. Pourquoi l'Iran n'a pas capitulé? Je vous ramène encore au Yémen. Pourquoi l'Arabie Saoudite et la coalition, la puissance de feu qu'ils avaient, soutenue par qui? Par les États-Unis et Israël. Ils ont échoué au Yémen, en face des Houthis. Pourquoi? Parce que la guerre, elle était fausse. Les Yéménites, les Houthis, aujourd'hui, là, c'est eux qui sont là-bas. En Iran. Et l'Iran a dit une chose après les entretiens. L'Iran a dit, nous sommes prêts pour endurer. Nous sommes prêts pour subir. Mais nous allons vous détruire. Imaginez ce que cela signifie. Nous sommes prêts à supporter. Nous sommes prêts à endurer. Nous sommes prêts à subir. Mais vous allez être détruits. Voilà ce que l'Iran a dit. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui veut négocier? Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui demande pardon? Parce que chaque fois que Trump sort et puis il ment, l'Iran sort pour dire tout ce qu'il a dit est faux, il n'y a rien de vrai dedans. Alors, on va écouter ça et puis on va avancer. The greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Ok, le Pakistan a déjà son arme nucléaire, ça c'est une certitude. Maintenant la question que vous et moi on peut se poser légitimement, qui est Israël? Qui est ce petit bâtard de voleur, d'escroc, de criminel de guerre? Qui il est pour dire que le Pakistan n'a pas droit à l'arme nucléaire? L'Iran n'a pas droit à ça. Qui il est? Un génocidaire? Au moins, le Pakistan n'attaque personne. L'Iran n'a jamais attaqué quelqu'un. Mais tous les jours, c'est vous qui ciblez soit les scientifiques, soit des autorités iraniennes, c'est vous qui les ciblez, vous les assassinez. Pourquoi ils ne font pas la même chose au Pakistan? Parce que le Pakistan a déjà l'arme nucléaire. L'arme nucléaire permet à un État, c'est une arme de dissuasion. C'est une arme qui dit ne m'attaque pas, sinon je vais vomir le feu. Et ce que je vais vomir ne sera pas beau à voir. C'est pourquoi la Corée du Nord ne sera jamais attaquée, malgré ses multiples provocations. Le Pakistan ne sera jamais attaqué. Parce que le Pakistan a compris, on s'en fout de toutes les sanctions, on aura notre arme. C'est la seule façon d'être en paix. Une arme nucléaire. Et moi, j'encourage tous les pays africains à avoir l'arme nucléaire pour être en paix. Pour qu'on respecte nos États. Seul le feu a peur le feu. Alors, un idiot criminel, voleur et assassin s'assoit pour dire on doit faire tout pour qu'il n'ait pas l'arme nucléaire. Pendant que ce petit bâtard de Premier ministre, il a une arme nucléaire. Et l'Iran a bombardé les sites. À plusieurs reprises, l'Iran a frappé les sites nucléaires d'Israël. L'Iran n'a pas besoin aujourd'hui, avec l'évolution des relations que l'Iran a avec certains pays, l'Iran n'a pas besoin de dire on va faire l'arme nucléaire, on va produire nous-mêmes. L'Iran peut reprogrammer sa production plus tard. Mais l'Iran n'a qu'à dire, nous avons déjà, on a acheté. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, ceux qui ont vendu il faut aller attaquer la Russie, il faut aller attaquer la Chine, qui ont vendu l'arme à l'Iran. La question, c'est elle aussi simple. Vous attaquez, mais aujourd'hui, ça va plus loin. Alors, on va revenir encore ici. Les Américains, voilà ce que, d'abord, Vladimir Poutine dit
à Donald Trump. On va écouter le message de Vladimir Poutine. Je vais ramener ici rapidement à Vladimir Poutine. Voilà ce que dit Vladimir Poutine. Le monde observe une fois de plus le spectacle de la diplomatie américaine. Alors, on va écouter Vladimir Poutine. Observe une fois de plus le spectacle de la diplomatie américaine. C'est Poutine On qui nous parlait. parle de négociations de la dernière chance, de deals historiques qui s'effondrent avant même d'être signés. Monsieur Trump est furieux, mais sa colère n'est pas celle d'un stratège, c'est celle d'un homme qui réalise que le monde ne se plie pas à ses caprices commerciaux. Pourquoi ces négociations ont-elles échoué? Parce que Washington refuse de comprendre une règle simple. On ne négocie pas avec des nations millénaires en utilisant des méthodes d'intimidation de bas étage. L'Iran n'est pas une entreprise en faillite que l'on rachète par la pression. En multipliant les exigences irréalistes et les menaces publiques, l'administration américaine a elle-même fermé la porte qu'elle prétendait ouvrir. La fureur de la Maison-Blanche n'est que le reflet de sa propre impuissance. Pendant que les États-Unis s'enferment dans des cycles de sanctions inefficaces, la Russie et ses partenaires construisent une architecture de sécurité alternative. Nous ne cherchons pas le chaos, mais nous ne craignons pas les conséquences des erreurs d'autrui. L'échec de ces pourparlers confirme ce que nous disons depuis longtemps. L'ère de l'hégémonie unipolaire est terminée. On ne peut plus diriger le monde par le tweet et l'ultimatum. La Russie restera un pôle de stabilité. Nous continuerons de dialoguer avec Téhéran sur la base du respect mutuel et non de la soumission. Ok, merci beaucoup. Because if these Merci. Alors, vous avez entendu Poutine. L'heure des menaces est terminée. On va vous faire ceci, on est cela. Mais les gens ont compris. Parlez, bérancez. Nous, on est là, on vous regarde, on vous attend. Et nous disons infiniment merci à l'Iran aujourd'hui, parce que grâce à l'Iran, le monde comprend quelque chose. Grâce à l'Iran, tous ceux qui avaient peur avant se disent, si c'est le chemin pour être véritablement libre, alors je me prépare à la confrontation. La confrontation n'est pas... Attendez, je m'arrête là un peu, parce qu'il y a une mauvaise lecture qu'on fait toujours. L'Iran était un pays soumis. Un pays qu'on a tenté d'isoler. Un pays sous sanction. Un pays qui n'était même pas capable de développer ses propres infrastructures. Un pays dont les dirigeants avaient même peur de se déplacer à l'intérieur de leur propre pays afin d'éviter d'être des cibles d'assassinat de la part d'Israël. Ce n'est pas une vie. Ce n'est même pas une survie. C'est une fuite en avant. On est obligé de se cacher. On est obligé de trouver des trous de rats par-ci, des trous de rats par-là. On est obligé de vivre. On ne vit pas, on ne survit pas. Parce qu'on vit avec l'angoisse, la peur. Me tuer peut-être n'est pas un problème puisque j'ai la foi. Mais pourquoi avec mes enfants? Israël ne faisait même pas la distinction. Si vous avez vos enfants avec vous, si vous avez votre épouse avec vous, si vous avez quelqu'un, Israël bombarde tout le monde dans votre véhicule. Vous n'êtes pas, on lance un missile sur vous. Est-ce que l'Iran doit continuer à accepter ça? Combien d'enfants qui sont morts, on ne connaîtra jamais leur nom? Combien d'enfants que Israël a tués parce qu'ils étaient dans la voiture de leur père? Le père ne sachant même pas qu'il était une cible pour Israël. Et vous voulez que l'Iran arrête cette guerre? Pourquoi? Pour que demain encore, les mêmes attaques ciblées continuent, les mêmes assassinats ciblés continuent? Non. L'Iran doit arrêter, l'Iran doit dire non. Et cette guerre, l'Iran sait pourquoi. Elle va la faire jusqu'au bout. Parce que l'Iran ne veut plus d'assassinats ciblés. L'Iran veut vivre en paix comme n'importe quel autre pays. Quel pays peut supporter ce que l'Iran a subi? Il y a longtemps, l'Iran aurait dû déclarer la guerre. Mais l'Iran n'a jamais déclaré la guerre. Il y a longtemps, l'Iran aurait dû attaquer Israël. Mais l'Iran ne l'a jamais fait. Posez-vous la question. Comment on tue vos autorités? On tue vos officiels? On tue vos scientifiques? On tue les enfants? On tue vos femmes qui sont avec vous? C'était même risqué même de prendre son enfant pour aller au mall. Même vous êtes dans le mall, ils vont envoyer un missile sur vous pour tuer tout le monde. Victime collatérale. Ça, c'est Israël. Et vous voulez me faire croire que ça, c'est une guerre sainte? C'est un appel de Dieu qui est là?
N'insultez pas le nom de Dieu, je vous en prie. Ce qui est clair, l'Iran n'est pas prêt à laisser tomber. L'Iran s'est préparé parce que l'Iran a enduré combien d'assassinats ciblés? Vous n'avez aucune idée. Attention, un serpent qui est caché, un serpent qui vous a vu attaquer ses œufs, blessé. Vous avez voulu même tuer le serpent a fui aller se cacher. Le serpent vous a vu prendre ses œufs, ses enfants. Le serpent vous a vu, le serpent n'a rien dit, il allait se cacher. Il s'est nourri d'insectes, de vers de terre, de tout ce qu'il pouvait trouver pour vivre. Et pendant le temps qu'il vit, il nourrit sa haine. Il prépare sa vengeance. Patiemment, dangereusement, méthodiquement, avec la plus grande passion qu'il pouvait avoir. Et un jour, vous arrivez, la provocation de trop. Le serpent qui est en face de vous n'est pas le petit serpent qui a fui quand vous avez pris les os, mais c'est un anaconda qui est arrêté devant vous. Vous croyez que vous allez vous en sortir? Cette bataille-là, le serpent anaconda va faire cette bataille jusqu'à ce qu'elle meure. L'Iran a dit, nous allons nous battre jusqu'au dernier Iranien. Et c'est pourquoi je dis, je suis Iranien, je vais me battre. Je m'en fous de ceux qui vont m'insulter. C'est votre droit, je respecte. Mais c'est mon droit aussi de dire aux petits bâtards, ce n'est pas votre place. C'est mon direct, ce n'est pas votre direct. Vous m'énervez, je vous chasse. Il faut être idiot pour venir regarder quelqu'un comme Keïta en même temps le détester. Moi, je ne sais pas comment vous arrivez à faire. Vous regardez joli garçon comme moi et puis vous me détestez. Clemsia, je ne comprends pas. Hein? On dirait que c'est ça qui ne peut pas soutenir. Quoi. Attendez, venez acheter mes produits, non? Où est par là qu'il y a dedans? Clemsia, je suis joli garçon. C'est la belle ivoirienne. C'est la belle ivoirienne. Hein? Je voudrais dire infiniment merci à tous ceux qui... je crois que le week-end, ça a été un week-end de vente. Infiniment merci à tous ceux qui nous font confiance. Merci à tous et à toutes, une fois de plus. On va, dans tous les cas, on va revenir tout à l'heure sur... dans la deuxième, avant de commencer la deuxième partie, on va faire un petit break pour parler de la belle ivoirienne préventive et curative. Donc, vous venez m'insulter. Mais achetez belle ivoirienne. Et puis, non, même pas, tu sens, tu regardes ta peau crasseuse, tu n'as rien, et puis c'est moi qui vas venir attaquer. Quand tu me regardes là, je suis ton camarade, dans ma folie que tu es. Alors, donc, les Américains maintenant, ils sont fâchés et disent, on fait un blocus. Quand j'ai regardé le blocus, j'ai dit, le blocus là va ressembler à quoi? Et puis je me suis rappelé Clemsia. J'ai dit, le blocus de Laurent Gbagbo sur Alassane Ouattara. S'il y a un mot que le RHDP n'aime pas, que Ouattara n'aime pas, c'est le blocus. Blaise Goudé, tu as oublié. C'est toi qui as dit aux gens d'aller faire blocus. Tu crois que le RHDP, tu es tellement bête, ils vont t'allumer. Tu penses que c'est les j'oublie. Il faut t'amuser avec Blaise Goudé. Ils vont t'envoyer tout de suite 6 pieds sous terre. Donc, le blocus. Les négociations ont échoué parce que les multinationales possédées par Israël qui détiennent l'économie américaine disent qu'ils ne peuvent pas accepter un État fort à côté d'Israël. Moi, je voudrais que chacun de vous et de moi, qu'on puisse réfléchir. Si ce n'est pas la lâcheté, comment toi tu veux voir ton ami garçon plus faible? Si tu n'es pas lâche, ben laisse-le. Il n'a qu'à devenir fort, il n'a qu'à s'entraîner. C'est là que tu mesures ta force. Vous voyez, les Américains n'ont jamais été réellement confrontés à un véritable défi militaire. Ils sont toujours venus comme partenaires dans une alliance pour attaquer. Mais l'Amérique ne s'est jamais retrouvée face à un véritable défi militaire. Et c'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale que l'Amérique est en train de suivre comme ça. Elle ne sait pas où il faut aller. C'est l'Iran. Un pays sanctionné. Un pays sous sanction.
Comment ce pays-là peut faire échouer la première puissance militaire au monde? Attention, attention, l'Iran n'est pas en train d'échanger des tirs entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Faites beaucoup attention. L'Iran s'est dit, ce qui vous échappe, permettez-moi, par la grâce de Allah, de vous l'expliquer. Cette guerre d'Iran, plein de choses échappent. Vous voyez les Américains, aucune bombe ne tombe là-bas chez eux. Mais il y a une autre guerre plus dynamique, plus efficace, plus dangereuse. La guerre économique, la récession. L'Iran s'est dit, même si je dois envoyer des missiles sur le territoire américain, très peu de missiles auront la chance de toucher un État américain. Vu que je n'ai pas développé des missiles à longue portée, des missiles, ce qu'on appelle les missiles balistiques intercontinentaux. L'Iran n'a pas développé ça. Donc, l'Iran a limité ses missiles à 1500, 2000 km, maximum 4000 km. Je ne crois même pas 4000, je crois 2000, même pas 3000. C'est-à-dire, il peut frapper Israël et tous les pays. Maintenant, l'Iran dit, je ne peux pas frapper les Américains, mais je peux faire quelque chose pour que les Américains sentent la douleur que mon peuple ressent. Je vais frapper toutes les bases militaires américaines. 2, je vais frapper toutes les entreprises américaines installées dans le Golfe. J'ai la possibilité de le faire, j'ai les moyens de le faire et j'ai les moyens de ma politique. Et l'Iran s'est préparé parce que la question, ce qui surprend le monde aujourd'hui, s'il vous plaît, un instant, écoutons-nous. Le monde se dit, mais comment l'Iran est arrivé à une telle analyse? Parce que les gens voyaient l'Iran en train de patauger, en train de faire ceci, faire cela, mais les gens se disent, ils n'ont pas vu l'anticipation stratégique de l'Iran. Comment l'Iran peut affaiblir les États-Unis? Parce que les Américains, je vais vous dire une chose, pour avoir fait ce pays assez longtemps, pour avoir connu ce pays, la plupart des industries, des entreprises ne sont pas installées sur le territoire américain. À cause de quoi? À cause des taxes. Donc, la plupart de... Même ça, même ça là, même ça, c'est pas installé là-bas. Ça, c'est en Chine. Hein? Ça là, c'est la fierté des Américains. C'est pas ça? Mais ça, c'est en Chine. D'accord? Toutes les télés que vous voyez là, si ce n'est pas Japon, c'est Corée du Sud. Et puis on envoie aux États-Unis. Les voitures, ils ont essayé avec le, comment on appelle ça, avec quel pays, j'oublie le nom du pays là. Il y a un pays latino là, où on construit, et puis on met dans les bateaux là, on va livrer aux États-Unis. Le Canada, c'est la même chose. Ils ont fait la guerre avec le Canada. Qui vend les voitures aux États-Unis? C'est la Corée du Nord, c'est le Japon, c'est l'Allemagne, c'est un peu l'Italie, avec les Ferrari, tous ces autres là, les grandes marques. Donc, les Américains, en réalité, le fer, l'aluminium, les terres rares, ils n'ont rien de tout ça. Ça vient d'ailleurs. Et une guerre aujourd'hui, il y a quelque chose, Donald a dit quelque chose que beaucoup de gens sont dit, les Américains disent, ils vont faire ça à la Chine. Et puis vous croyez à ça. Vous pensez que Trump... Bon, attends. Les Américains disent qu'ils ont besoin de missiles. Les commandes ont été lancées. Mais l'entreprise dit, ah, on a tout ce qu'il faut, mais il y a un seul élément qui nous manque. On dit, c'est quoi? On dit les terres rares. On dit, mais ouais, le problème, il dit, ah, la Chine dit, il ne faut plus... Toutes les terres rares avec un objectif militaire ne seront plus vendues aux États-Unis. Donc, Xi Jinping a pris un décret. Aucune terre rare. Si c'est pour l'électronique civile, il n'y a pas de problème. Mais si c'est militaire, jamais. Donc les Américains. Donc, ici, la fouille tout le tour. Mais attendez, quand il faut il y a encore un peu qui reste. Donc, ils seront obligés de se réadapter. Ils seront obligés d'acheter avec qui? Soit avec la France, soit avec l'Angleterre, soit avec l'Espagne, soit avec d'autres pays.
Ils seront obligés, l'Italie, l'Espagne, ils seront obligés d'acheter des armes. Eux n'en ont pas. Ils sont limités, ils seront obligés d'acheter avec ces pays-là. Mais malheureusement, ces pays-là ont beaucoup trop donné à l'Ukraine avec sa guerre avec la Russie. Mexique, merci beaucoup Mexico, merci infiniment Cassie. Mexique. La plupart des voitures que nous voyons, les voitures qu'on a conduites, on a fait tout, mais tout est là-bas, c'est fait qu'on amène General Motors et puis Ford, GMC et tous ces autres. Bon, maintenant, voilà la situation qui est là. Les Européens même sont confrontés à une réalité. Maintenant, il dit, je vais faire blocus. Mais alors, je m'arrête un peu à l'expression blocus, l'idée même du blocus. Comment la première puissance économique au monde, d'après ce qu'on nous a vendu, comment la première puissance militaire au monde, d'après ce qu'on nous a vendu, n'arrive pas à négocier un deal? Est-ce que l'Iran est réellement ce qu'on nous a dit, détruit, affaibli? Alors, quand vous êtes détruit, vous êtes affaibli, vous n'avez plus rien. Vous priez Dieu pour qu'une fenêtre d'opportunité s'ouvre et puis vous saisissez ça tout de suite. Mais pourquoi c'est l'Iran qui ferme la porte? Est-ce que ce qu'on a dit de l'Iran est vrai? Question. Non? Insultez-moi, est-ce que ce que je dis est faux? Mais si réellement l'Iran était affaibli, si réellement l'Iran c'était fini, mais l'Iran allait accepter tout ce que les Américains ont demandé. C'est quand tu gagnes la guerre, tu demandes la capitulation sans condition. Mais l'Iran dit, je n'ai pas perdu la guerre, donc je ne capitule pas. Ouh! Alors que le président américain a passé son temps à envoyer des tweets de mensonges, de mensonges, de mensonges, de mensonges et de mensonges. Le problème c'est quoi? L'Iran, personne n'a vu l'Iran venir. Personne n'a su que l'Iran avait préparé cette guerre à un tel niveau. Personne. Mais c'est Poutine qui affirme sa collaboration en disant, oui, nous collaborons parce qu'on a une relation. Mais attendez, vous voulez que Poutine dise, non, 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 vous allez écouter les idiots de LCI en France, ces petits bâtards de France 24, ces merdiques là. Donc Poutine doit dire, ah non, 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 c'est pas moi. On a mon côté. Ah, bâtard, vous tous. C'est pas vous qui donnez des armes à l'Ukraine. C'est pas vous qui allez faire vos réunions de OTAN là. C'est pas vous qui faites vos réunions de l'Union européenne. C'est pas vous qui dites que vous allez donner budget un paquet de 90 milliards d'euros. C'est pas vous. Donc Poutine doit avoir honte quand vous vous affichez pour aider l'Ukraine. Poutine doit avoir honte de dire qu'il soutient l'Iran. Hey, regardez-moi ça. Poutine dit oui, on a une relation. Et nous fournissons des informations à l'Iran et nous équipons l'Iran. Poutine l'a dit de façon claire et nette. C'est un allié, nous le soutenons, nous l'équipons et nous lui donnons les informations dont il a besoin. Point bas. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, il faut attaquer. Voilà ce que Poutine a dit. Maintenant, ils disent que... Non, c'est Bloomberg et puis le renseignement britannique. Ils disent que la Chine est en train de convoyer un lot très important de matériel à l'Iran. C'est là vous avez vu l'idiot président. Bernard Douda, il n'y a beaucoup de Donald, bâtard Donald Trump, dangadé que tu es. J'ai dit, puis celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à partir. Bernard Douda, en bon, qui équipe l'Ukraine, c'est pas vous? Alors, voilà des gens qui disent, nous, on peut équiper qui on veut. On peut armer qui on veut. On peut former qui on veut. On peut renseigner qui on veut. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais toi, tu es qui? Jonathan, toi, tu es qui? Who are you? C'est toi qui vas dire à la Chine. Mais en même temps qu'ils disent ça, il y a une chose qu'ils oublient. Si la Chine se plie aux exigences américaines, si la Russie
se plient aux exigences américaines, à l'intérieur de leur propre pays, ils sont affaiblis. Dans les alliances qu'ils ont, ils sont déjà affaiblis à l'intérieur de leurs propres alliances. Et chacun se posera la question, si vous avez peur des Américains, pourquoi je vais faire alliance avec vous? Donc, ni la Chine, ni la Russie ne vont se plier à quoi que ce soit des États-Unis. Jamais, ça n'arrivera pas. Parce que c'est dans leur intérêt. Ils le font, ce n'est pas bon pour eux. Et ils ne le feront pas. Soyez certains, ils ne le feront pas. Alors, maintenant, pourquoi les négociations ont échoué? Ça a échoué parce que les exigences américaines, d'après ce que Téhéran dit, sont inacceptables. On veut une capitulation inconditionnelle. Pas d'enrichissement nucléaire, pas d'armes balistiques, pas de soutien au Liban, pas de soutien à la Palestine. Vous restez faible. On veut que vous soyez un État docile et faible. Même l'islam qui nous donne le droit de prendre 3 à 4 femmes Clémence, l'islam ne nous dit pas d'avoir des femmes faibles. L'islam nous demande d'avoir des femmes obéissantes. Mais attention, la soumission, c'est totalement différent de ce que cela dise. C'est de savoir qui est ton mari, respecter ton mari, honorer ton mari, c'est tout ce qu'on te demande. Mais eux, ils disent quoi? Permettre à Israël de coquifier l'Iran, comme Israël est en train de coquifier le Liban, comme Israël est en train de détruire la Palestine. Voilà la politique américaine, que l'Iran soit faible, soumis et être coquifié, comme Israël le fait au Liban et en Palestine. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Les gens n'accepteront pas. Pourquoi ils vont accepter ça? Vous n'avez qu'à regarder dès l'annonce de cesser le feu de 2 semaines entre les États-Unis et l'Iran. Israël a bombardé, je vous en ai parlé. 10 minutes de bombardement, plus de 300 morts et des milliers de blessés. Pas de petites blessures, des blessés graves. Il y a des gens qui seront amputés en vie. 2 pieds, 2 bras, un pied, Dieu seul sait. Et ce qui me tue, comment les Américains sont incapables de dire à Israël, ce que tu fais, ça va au-delà du droit. Ce que tu fais, c'est inadmissible. Mais Israël attaque des zones civiles sans en payer le prix. Et ils ont la sale gueule de parler encore. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On dit aux autres, subissez, subissez. Mais cette époque est révolue. Il va falloir que ces idiots-là, à la Maison Blanche et dans ce pays maudit appelé Israël, qui se réveillent. Cette époque est dépassée, terminée, c'est fini. C'est fini, c'est terminé. C'est terminé. C'est pourquoi moi je demande à nos États, au sein de l'AES, de prendre une position claire par rapport à Israël. De chasser tous les ambassadeurs d'Israël dans nos pays. C'est ce que je demande à l'AES. C'est pourquoi je dis, je préfère faire mon petit... Parce que si je suis à côté du président, et puis je dis au président Ibrahim, pardon, il faut chasser l'ambassadeur d'Israël. Il va dire, ah, conseil, je ne peux pas faire ça. Donc déjà, vous comprenez que je dis, président, vraiment c'est compliqué. Moi, je suis à côté de vous, mais il faut que je sois la partie. Parce que moi, si j'aurais d'une chose dans ma vie, c'est de voir Israël, les ambassades israéliennes dans nos pays. Il faut les chasser. Ces idiots-là n'ont même pas le droit de respirer la même air que nous dans nos pays. Il faut chasser tous les ambassadeurs d'Israël de chez nous. C'est ce que j'aurais souhaité, mais ça n'arrivera pas. Parce que ce n'est pas ma volonté qui sera faite. Mais c'est quelque chose que j'aurais souhaité. Mais je le dis sans savoir que ça va être fait. Mais au moins je dis ce que je pense. Si on pouvait les chasser, ça me fait plaisir. Parce que si Israël continue, il va falloir maintenant targuer, il va falloir identifier tous les Israéliens dans le monde. Les crimes qu'ils commettent en Palestine et au Liban, vous faites la même chose aux Israéliens partout où ils sont dans le monde. Vous les attaquez, vous les tuez comme ils tuent en Palestine et puis au Liban. Le seul langage que ces idiots-là comprennent, ils se croient, parce qu'ils se disent qu'ils sont sous la protection des États-Unis. Ils n'ont pas menti. Attendez, vous croyez que les multinationales, ces grandes entreprises qui à eux seuls ont plus d'argent que vous ne pouvez imaginer, que toute l'Europe réunie, mais
ce sont des Israéliens. Ça appartient aux Israéliens. Alors, moi, là, il y a une chose que je voudrais, je ne sais pas, mais je remercie Dieu, que les pays africains commencent à développer, on a des petits génies ici, très intelligents, qu'ils commencent à développer des plateformes de paiement, pas les conneries d'Orange là, non, non, non. Comme Swift, pardon, des Américains. Vous avez vu, les Chinois ont fait pour eux. Le Brésil a fait pour lui. La Russie a fait pour lui. Il faut qu'en Afrique, on commence à réfléchir. Et au sein de l'AES, moi, je souhaiterais qu'on soit plus connecté au système SWIFT américain. La seule façon pour nous de ne pas subir les sanctions américaines, c'est de ne pas être connecté. Attendez. Votre enfant, vous êtes fâché, mais il vient toujours à la maison, il mange, il remplit son ventre, il dort, il se lave, il s'habille, il se parfume, il sent bon et puis il s'en va. Et puis vous êtes là tous les jours, j'ai fait ça, j'ai fait ça. L'enfant s'en fout parce qu'il vient, il mange. Mais le jour où vous allez dire à l'enfant, bon, tu ne manges plus ici parce que tu fais rien. L'eau là, c'est moi, je paye. Le courant là, c'est moi. La maison là, c'est pour moi. Donc tu veux faire ton petit malin là. Va chercher chez toi et puis tu fais. Ou tu fais ce que je veux, ou tu ne vas pas faire tes conneries chez moi et puis tu sors. Tu commences à imposer ta loi. Il va commencer à réfléchir deux fois. Quand il va sortir sur le soleil pour chercher maison, il n'a pas trouvé. Oh, mais il trouve maison. Et puis on lui dit tout. L'argent qu'il faut déposer au moins, on lui parle de 500 000 ou bien 1 million. Alors qu'il n'a même pas 1000 francs dans son compte. Il va retourner voir son papa. Et puis il va mettre bas à la terre. Il va commencer à écouter son papa. Vous dites, vous n'êtes pas d'accord, mais l'enfant vient et fait ses conneries. C'est lui qui sort, il s'habille, il se sape, il se parfume, il est bien content, ventre bien bourré, il dort, c'est les petits riz. C'est quand l'enfant sort, maintenant, tu parles pas. Tu parles. Pourquoi quand il est là, tu ne parles pas? C'est la même chose que nous on fait les Américains. On n'a pas besoin d'eux. Ils nous mettent les sanctions parce qu'on est collé à leur système. Il faut commencer à développer des systèmes alternatifs. C'est ce que la Chine a fait. La Chine a travaillé dans le noir. Personne, dans un silence absolu avec la Russie. Mais c'est le jour que la Chine a commencé à tester ces applications que les Américains ont compris qu'ils ne pourront rien désormais contre la Chine. La Chine n'a plus besoin du système SWIFT désormais. Tout est fait à elle de joindre selon le système chinois. La Russie, c'est la même chose. Je crois que l'Inde aussi est en train de... Si l'Inde n'a pas fait, l'Inde est sur le point de faire aussi. Le Brésil a déjà fait. Je crois que l'Argentine est en train de développer. On n'a plus besoin. Il faut qu'on comprenne ça. Il faut sortir du système américain. La seule façon pour les Américains de faire leur petit malin, c'est sur le plan économique. C'est de bloquer les paiements. Les banques, vos banques qui sont connectées au système américain, vos banques sont privées d'accès à cause des sanctions. Mais il faut orienter vos banques ailleurs. Il faut les orienter ailleurs. Ils sont les seuls au monde. Il faut orienter vos banques ailleurs. Mais moi, je ne comprends pas. Attendez, est-ce que je suis obligé de manger ce que... Ou bien de attends, ça là, ce sont les Chinois. Vous allez regarder, les gens sont là acheter où? C'est à Dubaï, avec les grandes marques. Mais les grandes marques là, les Paco Rabanne, les, comment on appelle ça, Louis Vuitton, les Yves Saint Laurent, tout ce que les grandes marques que vous connaissez. Mais il y a les grandes boutiques qui sont là. Mais les maisons là sont où? Les maisons de production sont où? Les usines de production sont où? C'est en Chine et en Inde. Donc à partir de la Chine et de l'Inde, ils diversifient les livraisons. Il y a une partie qui va à Dubaï, il y a une partie qui va en Europe, il y a une partie qui va aux États-Unis. Donc à partir des unités de production, soit en Inde, soit en Chine, ils envoient dans les différents pays, sur les différents continents, c'est tout. Ça c'est Gucci, d'accord. Gucci, c'est pas en France, je suis allé acheter. Ceux qui sont allés à Dubaï, nos frères qui vont à Dubaï, ils achètent, ils amènent, nous on prend avec eux, peu importe le prix, si tu veux tu achètes, si tu n'es pas obligé d'acheter. C'est la même chose. Donc est-ce qu'on est obligé d'acheter parce que c'est les Américains? Est-ce qu'on est obligé d'être... Moi je ne sais même pas pourquoi l'Afrique est complexée à les États. Moi c'est quelque chose que je ne comprends pas. Hein. C'est-à-dire, on a des dirigeants qui sont là, qui ne suivent même pas l'évolution même de la politique mondiale. C'est ça qui me tue en Afrique. C'est ça qui me tue.
Il y a des évolutions. Et quand il y a des évolutions comme ça, vous avez des conseils. Si vous envoyez un ministre, on va vous envoyer votre ministre. Mais envoyez un de vos conseillers. Envoyez un conseiller pour aller s'informer, pour aller prendre des informations. Et puis vous travaillez dans la plus grande discrétion. Parce qu'on devient tous des esclaves soumis à la volonté de ces idiots d'Américains, ces criminels-là. Il faut qu'un jour on arrête. Il faut qu'un jour on réfléchisse. Il faut qu'un jour on se pose des questions. Parce que nous nourrissons le serpent qui va nous détruire demain. C'est nous qui avons fait des Américains ce qu'ils sont. En faisant quoi? En leur donnant ce qu'ils ont besoin, c'est-à-dire l'énergie, l'argent. L'Amérique n'est rien sans l'énergie, l'Amérique n'est rien sans l'argent. Alors, je m'arrête un peu encore sur la question d'argent. Est-ce que vous savez... Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous savez qu'il y a un problème? Je vous avais dit que l'Amérique finance sa guerre à travers l'émission des bons du trésor américain. C'est pas ça? D'accord. On va attendre un peu. Je vais faire la pause. Et puis, on va continuer. Je vais boire un peu. L'émission des bons du trésor. Je vais vous expliquer. Et pourquoi l'Amérique est en train de perdre cette guerre. L'argent que l'Amérique voulait, l'Amérique a demandé cet argent au Congrès, le Congrès a refusé. Les 200 milliards de dollars que Donald Trump avait demandé, ils ont refusé. Mais pourquoi ils ont refusé? Permettez-moi de boire un peu, on fait un petit break, d'accord? D'ici là, on va écouter ça. On the so far failed negotiations, we are joined by Teresa Parsi of the Quincy Institute. Great to see you, sir. Good to see you. Good to be with you guys. Yeah, of course. So let's go ahead and put this first element up on the screen from Barack Ravid, which claims to be the U.S. red lines from the negotiations. According to him, from a U.S. official, they said ending all uranium enrichment, dismantling all major nuclear enrichment facilities, retrieve highly enriched uranium, accept a broader peace, security, and de-escalation framework that includes regional allies, and funding for terrorist proxies Hamas, Hezbollah, and the Houthis, fully open Strait of Hormuz, charging no tolls for passage. One gap in the talks was the amount of Iranian frozen funds that will be released for... On va revenir sur ça, tout est écrit en anglais. Je vais vous l'avoir laissé écouter, et puis ensuite, je vais aller point par point, d'accord, point par point, je vais développer avec vous, point par point, je vais expliquer ce que les Américains veulent, pourquoi les négociations ont échoué. Il y a plein de choses qu'ils ont avancées, et quand vous écoutez la version iranienne et la version américaine, vous vous demandez, mais attendez, il y a en anglais ce qu'ils ont appelé le framework, c'est-à-dire que il y avait un accord préalable, un accord sur lequel devaient avoir lieu les négociations. Et cet accord, c'était un framework de 10 points. Mais les Américains, après, vous savez, Trump, il se dit, je suis le plus grand négociateur au monde. Il croit encore que c'est... Parce que Trump est un ancien vendeur, c'est un vendeur de maison. C'est un entrepreneur. Là-bas, on appelle ça real estate, c'est-à-dire l'immobilier. Nous, on appelle chez nous ici immobilier entrepreneur. C'est le monsieur qui a passé sa vie à détruire les petites entreprises. Les contracteurs. Il vous contracte pour fournir tel ou tel matériau dont il a besoin pour construire telle ou telle chose. Quand vous finissez après, il déclare faillite. Il va devant un juge, il dit je suis en faillite. Et le juge reconnaît qu'il est en faillite après examen. L'entreprise, c'est fini. Hein? Trump ne vous donne plus 5 francs. C'est comme ça que le monsieur est devenu milliardaire. En déclarant faillite, faillite, faillite et en détruisant des multitudes de petites et moyennes entreprises. Donc, dans la politique, l'idiot pense qu'il peut faire la même chose. C'est ce que Poutine lui a dit. L'Iran n'est pas une entreprise en faillite. Respectez-les. Donc, il accepte le framework, le point de départ, il accepte le point de départ des discussions, et puis arriver, il sort autre chose, un autre document qui n'a rien à voir avec ce que les Iraniens avaient proposé, qui avait été accepté par Trump lui-même. Donc, on va continuer d'écouter, s'il vous plaît. On va continuer d'écouter.
source with knowledge. Your reaction to these purported U.S. red lines and also where we are right now in terms of any sort of resolution to the war? If these are the American red lines and if these were the actual negotiation positions of the delegation in Islamabad, then I don't think there was any need for any negotiations at all. Those are dead on arrival. The U.S. side knows it. I don't think this is accurately reflected in the talks. I think also there's a problem in which there's a diversity of views within the administration, and various people are trying to influence the final position by leaking these type of things and making them the reality. I do think also that in the talks, there were a lot of progress made, including on the nuclear issue, but at last moment, there was a shift on the American side. Whether that was part of a negotiation tactic or whether that is yet another example of shifting goalposts, which unfortunately has become the hallmark of this administration's negotiations with Iran, remains to be seen. Yeah, Dr. Parsi, let's talk about that because the foreign minister, Arachi, he came out and said, we had a memorandum of understanding basically ready to go. Then the shifting goalposts started. Now, I seem to think that's an allusion to the nuclear enrichment as in a red line of zero enrichment. Let's be clear about where that came from. It appears to be an Israeli demand. Now, what's your view there of how that demand enters in the last minute? Is it Israel calling Trump saying this is unacceptable? How exactly did this go? How do the Iranians view their negotiations? Okay. So, je vais m'arrêter là d'abord. Le monsieur qui parle là, c'est un professeur, c'est un agrégé d'université qu'ils ont invité sur leur plateau. Alors, voilà les points, ce que l'Amérique dit, la ligne rouge infranchissable. D'accord? Ending all uranium enrichment, c'est-à-dire que il faut arrêter complètement et totalement l'enrichissement du nucléaire, de l'uranium, pardon. Pas d'enrichissement. Même sur le plan civil, zéro. Rien. Pour un État souverain, c'est inacceptable. Deuxièmement, dismantle all major nuclear enrichment facilities. Donc, que tous les sites d'enrichissement nucléaire de l'uranium, tout doit être détruit. Tous les sites d'Iran, je crois qu'il y a 3 ou 4, il faut tout détruire. 3. Retrieve highly enrichment uranium. Donc, il faut récupérer l'uranium de l'Iran. L'Amérique veut récupérer ça. Maintenant, ça c'est le 3 points. Accept a broader peace security and de-escalation framework that includes regional allies. Donc, accepter d'inclure tous les pays de la région dans un processus de paix. Ensuite, on vient en bas. And funding for terrorist proxy, Hamas, Hezbollah et Houthis. Donc, ils considèrent le Hezbollah, le Hamas et les Houthis comme étant des organisations terroristes. Et disent à l'Iran, il faut arrêter de financer ces organisations terroristes. Ensuite, fully open the Strait of Hormuz, charge no tolls for passage. Ouvrir le détroit d'Hormuz sans prélever un centime comme droit de passage. Ensuite, open gap, and we talk that was the amount of Iranian frozen funds that will be released per source with knowledge. Maintenant, ouvrir le débat sur les fonds iraniens qui sont gelés. Alors, ceci n'a jamais été le point sur lequel devraient avoir les négociations. C'est totalement différent de ce que l'Iran avait proposé. Mais maintenant, quand vous écoutez ce que je suis en train de vous faire écouter là, ils disent que c'est Israël qui a appelé à la dernière minute pour dire on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Donc, tous ces points que vous voyez là, ce sont des points qui ont été soulevés, suggérés par Israël. Et les Américains ont introduit ça dans leurs négociations. Première question, pourquoi pensez-vous
que les Iraniens ont exigé que le vice-président fasse partie de la délégation avec laquelle elle va négocier. Ça, c'est un. Deuxièmement, pourquoi des personnalités, je peux dire non officielles, mais considérées comme étant des conseillers de Trump, pourquoi ce sont ceux-là qui... En réalité, ces genres de négociations ne peuvent se faire en dehors du secrétaire d'État, c'est-à-dire Marco Rubio. Pourquoi Donald Trump refuse l'implication des autorités officielles américaines et choisit lui-même son beau-fils, c'est-à-dire le mari de sa fille, et un de ses amis, hommes d'affaires avec qui ils ont fait des baratapés sur les gens pour détruire les compagnies. Regardez bien ceux qui négocient pour Trump. Son beau-fils, un petit voleur, qu'il a envoyé dès qu'il a été, dès qu'il a gagné les élections, c'est le petit qui allait représenter l'organisation Trump. Le premier mois, le contrat qu'il a signé, d'après ce qu'on a appris, tourne autour de 30 milliards de dollars. Le petit, le mari de sa fille. Et c'est lui qui l'a placé comme conseiller spécial. Tout le monde sait. Mais pourquoi Trump refuse? Parce que c'est des gens qui ne peuvent jamais lui dire non. Quand ils vont négocier avec son agenda. Alors que quand tu vas négocier, tu vas pour dire, il y a de fortes probabilités que ce que je demande, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Je vous donne un exemple aussi simple que limpide. Lorsque Barack Obama était président et que avec les nations européennes, il négociait avec l'Iran pour obtenir un deal sur la question de l'enrichissement de l'uranium iranien. C'était John Kerry. Je me rappelle encore, c'est comme c'était hier. John Kerry et puis Laurent Fabius, je crois, le français là, qui était le ministre des Affaires étrangères de la France, et John Kerry qui était le secrétaire d'État. Ça s'est passé, je crois, lors du deuxième mandat de Barack. Et c'était John Kerry qui était secrétaire d'État, donc qui a assumé le rôle de ministre des Affaires étrangères, et Laurent Fabius qui était le ministre des Affaires étrangères de François Hollande. Moi, j'ai entendu John Kerry dire que souvent, à 1h, 2h du matin, il appelait le président Barack. Voilà ce que les Iraniens ont dit. Qu'est-ce qu'on fait? Barack appelle ses conseillers. Ils discutent, et puis ils disent d'accord. Voilà la formulation, tu acceptes ça, tu n'acceptes pas ça. Laurent Fabius, de son côté, appelle Hollande. Et ces présidents n'ont pas dormi pendant tout le temps de la négociation avec les Iraniens. Ils n'ont pas dormi. Fabius était là. Il appelait Hollande. Il parlait. Parce que c'est des choses qui nous intéressaient tous. Et moi, comme j'aime la politique, à cette époque, je ne savais pas que j'allais faire un combat pour l'Iran aujourd'hui. Mais j'ai suivi quand même l'évolution. Et ça s'est fait. Chaque pays avait son ministre des Affaires étrangères. Et quand ils finissent, ils se retirent. Chacun va négocier avec son président. Ils discutent, et puis ils reviennent. La France a été plus dure même que les Américains. Hollande a été plus dur que les Américains. Hollande est vivant. Je souhaite qu'il sorte pour parler de cette affaire-là. Il a été plus dur avec Laurent Fabius. Il a été plus dur. Et enfin, quand ils sont... Les Iraniens ont beaucoup concédé. Beaucoup concédé. Et quand ça s'est passé, ils étaient tous contents. On a vu le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, quand il est rentré à Téhéran, on a vu une liesse populaire. Il a été accueilli comme jamais on l'a vu en Iran. On a regardé ça et le monde était en paix. Le monde était... Mais il a fallu un bâtard de la pire espèce. La mère de Donald Trump dit « Je ne souhaite pas un jour que mon fils devienne président aux États-Unis. Parce que c'est Satan en lui. C'est mon fils, mais il est mauvais. » C'est la maman de Trump qui a dit ça. Les gens ont fait sortir ça. Hein. Moi, je n'invente rien. La maman de Trump a parlé. Elle dit, c'est mon fils, mais je ne souhaite jamais qu'il soit président. Parce qu'il est narcissique. Il est égocentrique.
il est méchant, il est mauvais, il est jaloux, il n'aime pas voir les gens évoluer. Il veut toujours être à la tête de tout. Il veut dominer le monde. Il veut être au-dessus de tout le monde. Ça, c'est la maman de Donald Trump qui a dit ça. C'est Donald Trump. Je ne sais pas si elle vit aujourd'hui, mais c'est elle qui a dit qui il est. Donc, quand ce petit Dieu arrive, pour faire plaisir à Israël, il annule tout. Il faut repartir sur des bases. Mais ce que Israël demande, pourquoi les gens ne posent pas la question à Israël, d'accord, vous voulez que l'Iran n'ait pas l'arme nucléaire, d'accord, mais et vous, est-ce que vous avez l'arme nucléaire? Mais pourquoi Israël, on ne pose jamais la question à Israël? On demande toujours, vous savez, c'est ça qui est dangereux dans le monde. C'est-à-dire que quand vous êtes faible, on veut vous dominer, on veut vous assujettir, on veut vous amener à accepter quelque chose. Mais et l'Iran, comment on appelle? Et Israël? On ne pose jamais cette question. Mais Israël a des missiles, a des ogives nucléaires. Israël a déjà des armes avec des têtes, des ogives nucléaires. On le sait. Mais alors, pourquoi un État dispose d'une arme, d'une puissance et dit « je ne veux pas les autres » Parce que Israël croit maladroitement, mensongèrement, stupidement que la promesse de Dieu faite à Abraham en lui disant « voilà la terre promise, là où coule le lait et le miel. » Il n'y a pas de bâtard de Benjamin Netanyahu. Quand tu vas tuer les enfants palestiniens, les enfants libanais, c'est ce que Dieu t'a demandé? Bâtard que tu es. C'est ce que Dieu t'a demandé? Idiot que tu es. C'est ce que Dieu t'a demandé, Benjamin Netanyahu? Pourquoi Dieu a fait cette promesse à Abraham? Tu crois que ça peut être maudit comme toi? Parce que Dieu a demandé quelque chose à Abraham et Abraham a dit, et Dieu dit à Abraham, pour avoir fait ce que je t'ai demandé. Mais attention, ne lisez pas en arrière la parole de Dieu. Ne détruisez pas la parole de Dieu. Ne détruisez pas la promesse de Dieu. Parce que tu as fait, Abraham, ce que je t'ai demandé. Voilà ce que dit le Seigneur, pour avoir fait ce que je t'ai demandé. Qu'est-ce qu'il a demandé à Abraham? Allez-y lire. Je ne suis pas là pour prêcher. Abraham a fait quelque chose. Et Dieu a dit, à mes yeux, tu mérites ça. Pour avoir fait ça, parce que c'est cette partie-là qui échappe à ces idiots qui prétendent que les imbéciles font une guerre sainte. C'est faux. Ce sont des criminels. Dieu a été clair. Pour avoir fait ça, voilà ce que je te donne. C'est pourquoi on dit toujours, pour avoir la bénédiction de Dieu, il faut toujours rentrer dans la faveur de Dieu. La bénédiction ne quitte pas au ciel pour tomber. Pour les paresseux, les fainéants, les menteurs, les voleurs, pas de bénédiction pour eux. Mais pour ceux qui ont été testés, pour ceux qui ont mis leur foi en leur Dieu, voilà. Et c'est la base de la foi qui a amené Dieu à dire à Abraham, voilà ce que je te donne. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu dit, merci pour Facebook et YouTube, vous êtes en train de me gâter, ça fait beaucoup d'argent aujourd'hui YouTube. Merci infiniment les gars. Et Dieu dit, Dieu ne s'arrête pas là. Je vais vous multiplier. Et vous serez aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Et Dieu a pris encore exemple sur Sarah. Il a appelé Abraham le père de la foi. Et il dit, vous avez été taillé dans la... Parce que Sarah a laissé une trace. Quand Sarah riait, et on disait à Abraham, tu auras un enfant. Sarah riait. On dit, mais tu ris pourquoi? Parce que tu ne crois pas que Dieu est capable de faire ça. Elle dit, je n'ai pas ri si tu as ri. Mais pour qu'on fasse même la promesse à Abraham, la promesse de l'enfantement à Sarah, leur rôle c'était d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Ils devaient détruire Sodome et Gomorrhe. Et c'est en route que Abraham, les ayant aperçus venir, il donne l'ordre d'aller immoler son plus gros mouton, enfin, il y a eu l'expression, et puis de préparer. Ils arrivent, ils disent, venez manger. Non, non. On ne passe pas devant sur moi comme ça. Venez manger d'abord. Ils ont mangé. Et quand ils ont fini de manger, ils ont dit, on va à Sodome et à Gomorrhe. Pour faire quoi? On a dit, pour aller détruire.
Parce que leur bêtise, leur malédiction est montée à nous. Est-ce qu'aujourd'hui en Israël, la pédophilie n'est pas exercée? Attention, ne m'amenez pas à parler. Je sais que le monde entier ne pourra pas m'entendre, mais ceux qui m'entendent, que Israël ne nous amène pas à parler. La pédophilie est appliquée aujourd'hui en Israël. La pédophilie est ordonnée en Israël. La pédophilie, comme le faisait Salomon, que nous appelons Suleiman, il a organisé ça, il a ordonné ça. Vous allez nous parler ici de guerre sainte. Vous êtes fou ou bien vous êtes malade? Vous connaissez la guerre sainte mieux que nous? Suleiman, le fils de Daouda, a organisé, a permis la pédophilie, là où Dieu a dit non, il a permis ça. Attention, ne venez pas nous amener ici à parler. Israël, tel qu'aujourd'hui, sera brûlé en enfer. Israël, tel qu'aujourd'hui, Dieu va le détruire. Israël, tel qu'aujourd'hui, ne gagnera pas cette guerre face à l'Iran. Ça n'arrivera pas. Parce que tout ce que Dieu a condamné du temps de David, Daouda, du temps de Salomon, Suleiman, ils le font. Tout ce que Dieu a condamné du temps d'Abraham, ils le font. Donc il n'y a aucune raison que Dieu permette que ceux-là aient l'ascendance sur ceux qui l'obéissent. Alors, je m'arrête encore. Je vais vous envoyer une réflexion du Christ. Il a dit ceci. Il dit, vous savez, il y a une tribu que Dieu a choisie. Mais pourtant, c'est une tribu qui ne croit pas en Dieu. Il dit, cette tribu-là obéit à ce que leurs ancêtres ont laissé comme indication. Et Dieu dit, cette tribu méritera son royaume plus que vous qui dites que vous êtes enfants de Dieu. Allez-y réfléchir à la profondeur. Ça ne vient pas de moi, c'est le Christ qui a dit ça. Pourquoi il dit ça? Des gens qui ne pratiquent aucun Dieu, et Dieu dit qu'il leur réserve une place à sa table, au paradis. Parce qu'ils sont quoi? Soumis, obéissants. Ils ont écouté. Mais que fait mes enfants? Ils sont rebelles. C'est pourquoi Israël ne gagnera jamais cette guerre. Que l'Amérique s'associe à Israël, je vous jure au nom de Dieu, l'Amérique sera détruite et humiliée. Pour détruire l'Amérique, vous n'avez pas besoin de lancer une bombe aux États-Unis. Non. Vous attaquez le poumon économique des États-Unis qui réside en dehors des États-Unis. Vous attaquez les bases militaires américaines, vous affaiblissez le pouvoir militaire américain dans la région. Pour que l'Amérique aujourd'hui vienne bombarder en Afrique, il faut que l'Amérique ait ses bases. C'est pourquoi aujourd'hui, quand président Assimi Goïta, bon, il paraît que les Américains sont venus. Maintenant, là, même si on est d'accord, mais président, parce que les radars qu'ils avaient, l'Iran a tout détruit. Sur 13 bases, l'Iran a rendu 10 bases inopérationnelles. Je répète, sur 13 bases militaires américaines dans le Golfe, il y a 10 qui ne seront plus jamais une base américaine. Il va falloir encore des années et des milliards d'investissements si jamais ça doit être le cas un jour. Sur les 13, il y a 10 qu'on ne peut plus utiliser. Toutes les structures ont été détruites. Les pistes d'atterrissage ont été détruites. Les radars ont été détruits. Ce que vous appelez les magasins ou hangars de stockage, de munitions, d'armes, de carburant, tout a été détruit. Il n'y a rien. Même si certains avions sont restés intacts, ces avions-là ne peuvent pas quitter la base parce qu'il n'y a pas de piste de décollage. Les pistes ont été détruites. Donc les Américains vont faire quoi? La force militaire aujourd'hui ne repose que sur ses porte-avions et ses destroyers. Si vous voyez que l'Iran continue de frapper, je répète, si vous voyez que l'Iran continue de frapper l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis,
Parce que pour le moment, ce sont les deux pays encore qui servent de plateforme de projection de la puissance militaire américaine. Et les Américains, ils savent très bien. Cette guerre, vous savez, une pause. Trump refuse d'admettre qu'il a perdu la guerre. Pour un État, attendez, je vous en prie. Attendez, j'aime m'arrêter un peu. Attendez. Quand un milliardaire devient pauvre, c'est comme quelqu'un qui devient, c'est comme un nouveau millionnaire. Même s'il est milliardaire et qu'il est pauvre, c'est comme un nouveau millionnaire. Donc, ce sera compliqué qu'il n'ait rien. Donc, quand nous disons que l'Amérique est détruite, sur le plan militaire dans la région du Golfe, l'Amérique reste encore cette capacité. Les destroyers ont tenté, pendant les négociations, Trump a essayé d'envoyer 2 destroyers dans le détroit pour retirer les mines. Les Iraniens ont dit, bon, les mines qu'on a placées, on ne sait même plus où se trouvent les mines. C'est dans la précipitation qu'on a jeté les mines et puis on est parti. Mais est-ce que vous croyez à ça? C'est faux. Mais il dit aux Américains, vous êtes libres. Mais en même temps, quelque chose que je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça rapidement. Je crois que ça y est ici. Permettez-moi de vous montrer ça. Ça, c'est très important. Ok, voilà. Attendez. Ok, c'est ça qui est là. Ok, je vais vous montrer ça. US Navy Warship 121. This is Sepang Navy. Ok, il faut attendre d'abord, petit Iranien. Ok, permettez-moi. Hein. Ok. Al-Sepang. Vous devez changer de cap et retourner immédiatement dans l'océan Indien. Non, donne-moi une seconde, on va... Ok, ça c'est... You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. Ok. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. Iran's state media, Okay. Press TV, has released what it calls proof of a dramatic naval confrontation in the Strait of Hormuz. Iran... Alors, il y a... Permettez-moi une minute, hein. Permettez-moi une minute. Alors, permettez-moi. Il y a... Les Américains ont dit que l'Iran n'a plus de puissance navale, que l'Iran n'a plus rien. Ils ont tout détruit, ils ont tout anéanti. Et voilà l'Iran qui intercepte un destroyer américain dans le Golfe, dans les eaux iraniennes. Je vais vous laisser écouter tout à l'heure. Ils disent, ce sont les gardes-côtes iraniens. Vous êtes dans notre viseur. On vous demande tout de suite de faire demi-tour et d'aller dans les eaux internationales, les eaux indiennes. Ici, vous êtes dans les eaux iraniennes. Et si vous ne partez pas, on va tout de suite vous bombarder. Posez-vous la question, comment un pays qui aurait tout perdu, un pays qui n'aurait rien, serait en mesure de donner l'ordre, intimer l'ordre à un destroyer américain de faire demi-tour au risque d'être abattu? Mais attention, le destroyer, il a fait demi-tour rapidement. Il a fait demi-tour. Et pendant la négociation, Trump a profité pour faire un tweet et dit, nos destroyers sont en train de retirer les mines des Iraniens. Alors vous voyez, c'est ce président-là qui est tellement complexe, tellement idiot, il veut tellement se donner de l'importance, il veut tellement montrer qu'il est fort, qu'il est ceci, qu'il est cela, il est en train de tout détruire. Sans se rendre compte, il détruit sa propre crédibilité et en même temps, il met l'économie de son propre pays en jeopardy, c'est-à-dire en danger. Je ne sais pas.
Il veut tellement prouver qu'il fait des bêtises à répétition. Alors, écoutons ça. US Navy Warship 121. This is Sepang Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. Okay. C'est le If destroyer you qui est don't là. obey my order, you will be targeted. Out. Iran's state Si- media, Press TV, Si has tu ne aides bateaux américains, retournez tout de suite dans les eaux indiennes. Si vous n'obéissez pas à l'ordre qu'on vient de vous donner, on va tout de suite vous abattre. Mais est-ce que ça correspond à la rhétorique du président qui dit l'Iran, we got blurred everything, you got everything, Iran is not... Un pays qui est détruit, qui n'a rien, peut faire ça. Un pays qui peut plus, ce pays-là peut faire ça. Do you believe that? Et cet idiot de président continue chaque jour de se ridiculiser. Chaque jour, il se ridiculise. Pourquoi? Alors que tu peux t'asseoir avec les Iraniens, tomber d'accord avec eux, trouver une issue, mais il ne peut pas parce que il faut qu'il soit l'esclave. Parce que j'ai même entendu que Benjamin Netanyahou le fait chanter et que Epstein était un agent infiltré du Mossad. Et il y a des vidéos de Donald Trump, il y a des photos de Donald Trump dans des positions avec des petites filles mineures, aussi bien à Mar-a-Lago, dans son truc là, dans sa domaine à Mar-a-Lago, ou bien on dit quoi? On dit un ou bien une, prenez ce que vous voulez, ne prenez pas ce que vous voulez, jetez, puis restez tomber, Keita s'en fout. Mon papa n'est pas français, ma mère n'est pas française, donc je mélange comme je veux, j'accepte ce que je veux. Donc, Trump, il y a des photos de lui, aussi bien sur l'île du gars et dans sa résidence personnelle en Floride. Et on dit c'est pourquoi quand il prend une décision, le lendemain, Benjamin Netanyahu sort, c'est comme négociation Soro Guillaume, Gbagbo Laurent, Alassane Ouattara. Et on devait parler, c'est vrai, il y a le couronnement de, je devais parler du couronnement de Téné Brahima. Tu vois, l'actualité fait qu'on oublie. Hein? Téné Brahima est très content, il danse, il est heureux, parce que les informations qu'il a, Ouattara n'en a pas pour trop longtemps. Donc, il se voit déjà dans le fauteuil présidentiel, il dort. Chaque jour qu'il fait, il rêve, il est content. Souvent même, on le surprend en train de rêver, donner des ordres en tant que président. Iwarel, je sais que vous êtes anxieux sur la situation. On ne va pas en parler, bien entendu, on est beaucoup trop avancé en heure. Mais s'il y a un conseil que je peux donner aux Ivoiriens, restez serein, restez imperturbable. Ce que Ouattara planifie dans l'ombre n'arrivera pas. Est-ce que cela veut dire que Téné ne sera pas président? Ce n'est pas ce que je dis. Mon souhait, que Téné soit président. Ce sera plus facile de le détruire que de détruire Ouattara. Je répète, mon plus grand souhait sera que Téné soit président. Ce sera facile de le détruire que de détruire Ouattara. Parce que les ramifications de Ouattara ont permis à Ouattara de stabiliser son pouvoir. Téné Brahima n'a pas ça. Et Téné Brahima n'a pas la faveur de Dieu parce que c'est un assassin, c'est un criminel. Et ce que j'ai dit de Macron et de Trump, que vous êtes en train de voir de vos yeux, c'est ce que je souhaite pour la Côte d'Ivoire, que Téné soit président. Parce que Téné président, c'est la libération de la Côte d'Ivoire. Qui on ne comprend pas, ne cherchez pas à comprendre, acceptez pour le moment. Après, vous allez comprendre. Hein? On s'en va. You will be targeted. Out. Iran's state media, Press TV, has released what it calls proof of a dramatic naval confrontation in the Strait of Hormuz. Okay. Iran has accused the United States of staging what it calls a failed propaganda stunt. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, the IRGC, has shared footage showing its forces warning a U.S. warship attempting to pass through the strait.
Tehran claims the vessel seen in the video was forced to turn back. Alors, There were two ships identified as the USS Michael Murphy, DDG-112, and USS Frank E. Peterson Jr., DDG-121, both advanced Arleigh Burke-class destroyers. According to the report, the U.S. vessels came within minutes of destruction after Iranian cruise missiles allegedly locked onto them and attack drones were deployed overhead. U.S. Navy Warship 121. This is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is intended to you. U.S. Navy Warship transiting in the vicinity Fujairah Port and Oman Sea. This is Sepah Navy. This is Sepah Navy. Last warning, last warning, last warning. c'est l'envoi garçon. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. The incident Vous avez compris? Ils disent, c'est pas vrai. Donc, ils envoient un message à tous les vaisseaux, c'est-à-dire tous les navires civils, et disent, si vous êtes proche de ces destroyers, on vous demande de garder votre distance parce que tout de suite, nous allons envoyer un missile sur le vaisseau. Alors, est-ce que ça ressemble à un pays qui a peur? Ça ressemble à des gens qui ont peur, ça ressemble à des gens qui ne contrôlent plus rien, ça ressemble à des gens... Alors, vous voyez, c'est ce mensonge, cette narration-là, cette manipulation, cette confusion que Trump crée. Et la seule façon pour Trump, selon lui, de rester au top de sa forme, de rester au top du monde, parce que les autres présidents, visiblement, ont du travail dans leur bureau. Ils ont des dossiers à gérer. Mais le monsieur, je me pose la question, s'il a une fois géré des dossiers dans sa vie de merde, donc tout ce qu'il fait, c'est d'envoyer comment on appelle ça, des tweets. Bon, évidemment, on a reçu des informations qui seraient sérieusement malades, parce que même quand il porte ces chaussures-là, effectivement, il y a la Maison-Blanche a une fois fait une intervention là-dessus. On dirait qu'il a les veines là, qui se chose. Il a, si vous voyez, là, quand le pantalon est monté un peu, vous voyez les deux pieds qui sont bien enflés, qui dépassent la forme normale. Et puis souvent aussi, je crois qu'il y a sa main qui fait qu'il y a des couleurs bizarres qui sortent dans les enfants, des maquillages pour essayer de... Bon, ça c'est son problème. Mais, quand vous écoutez ces gens-là qui disent « nous sommes prêts à ouvrir le feu », est-ce que ça correspond à ce que Trump présente aux gens? Est-ce que ça correspond à ce que Trump présente au monde? Est-ce que ça correspond à un état décadent d'Iran? À un état faible, à un état détruit, à un état sans capacité? Non. Non. Même si on n'aime pas l'Iran, on doit reconnaître le courage, la détermination et la ténacité de ce pays-là. C'est la seule façon d'être libre, c'est d'être déterminé, c'est d'être engagé. La seule façon d'être libre, c'est d'assumer pleinement sa souveraineté et son indépendance. De ne pas se laisser dicter. Parce que plus vous vous soumettez, plus tout le monde va vous traiter selon sa volonté. Merci infiniment à toutes et à tous, mais on va conclure rapidement avec les produits Belle Ivoirienne. Alors, la Belle Ivoirienne, c'est aussi simple que ça. La Belle Ivoirienne, il y a deux formules de la Belle Ivoirienne, la version préventive et la version curative. Quoi? La version préventive et la version curative. La version préventive, bien entendu, c'est ceux qui ont besoin de nettoyer le système, nettoyer le sang, purifier le corps avec les organes vitaux. Ceux qui ont déjà peut-être fait les différents vaccins du Covid,
pour pouvoir se retrouver, parce que les vaccins du Covid causent plus de dégâts que vous ne pouvez l'imaginer. Je sais de quoi je parle. Beaucoup de personnes m'ont contacté pour avoir fait le vaccin du Covid avec des séquelles inimaginables. Donc, la belle ivoirienne préventive permet d'anticiper aussi sur certaines pathologies telles que le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale, la question de la prostate ou cancer de la prostate ou cancer du sein, cancer du col de l'utérus. En fait, vous n'avez pas besoin d'être malade, vous avez juste besoin de la belle ivoirienne pour vous sentir bien. C'est tout. Et le corps a besoin d'être nettoyé, régénéré fréquemment. Il ne faut pas laisser le corps comme ça parce qu'on mange, on se lave, on se réveille, on pense qu'on est bien. Non, rien n'est bien. Parce que le riz que tu manges, la salade que tu manges, les spaghettis que tu manges, la viande que tu manges, comment le bétail a été nourri, tu n'étais pas là. Comment le riz a été traité du début jusqu'à ton assiette, tu n'étais pas là. Donc la meilleure façon de se prémunir, en tout cas pour éviter les histoires de cancer, la belle ivoirienne est là pour ça, parce que c'est un mélange assez consistant de différents produits. Et par la grâce de Dieu, on a revu vraiment de façon exponentielle. Je peux dire, le prix a été cassé, je ne peux dire pas plus, trop cassé d'ailleurs. Je me suis posé la question, mais est-ce que ce prix-là, je ne vais pas aller en perte? Parce que, oui, le prix a été cassé. Je pense que ceux qui sont intéressés peuvent avoir le produit. D'accord? Donc, je vais donner tout à l'heure le numéro. Il y a aussi la belle ivoirienne, cette fois-ci, c'est curative. Pour ceux qui ont différentes pathologies, les plus fréquentes, c'est tous les types de cancers avec cancer métastasé, l'hypertension, tous les types d'hypertension, le diabète, tous les types de diabète, la prostate, évidemment, il y a plusieurs types de prostate, mais souvent les gens viennent, Keita, j'ai prostate, ils ne disent pas si c'est l'hypertrophie de la prostate, ou c'est le cancer de la prostate, ou c'est une lésion, ils ne disent rien. D'accord? Donc souvent c'est bon d'apporter. Il y a une femme qui m'a écrit, je vais enfant. Keita ne donne pas enfant. Je suis désolé, je ne donne pas enfant. Ce que je dis, c'est nous mettons le corps dans les conditions pour concevoir. Et la grâce de Dieu vous habite, vous visite quand vous êtes dans les meilleures conditions. Mais Keita ne prend pas enfant pour mettre l'enfant de quelqu'un. Ça c'est Dieu qui fait, c'est pas moi. Nous, vous pouvez avoir des problèmes, par exemple, de trompe bouchée, de ménopause précoce, d'irrégularité au niveau de vos menstrues. D'accord? Vous pouvez avoir plein d'autres pathologies. Et l'homme même peut avoir ce qu'on appelle l'azospermie. Vous avez le sperme, mais il n'y a pas de spermatozoïdes dedans. Même s'il y en a, c'est des spermatozoïdes malades, nonchalants, paresseux. Alors, ce que nous faisons, c'est de voir du côté de l'homme et de la femme. Si la femme, si vous n'avez pas de fibromes, vous n'avez pas de kyste, vous n'avez pas de trompe bouchée, si vous avez un problème d'ovulation, vous avez un problème tout autre, une ménopause précoce ou une irrégularité au niveau de vos menstrues, l'homme, par exemple, il y a tel ou tel, là, en ce moment-là, on vous donne les traitements qu'il faut, vous mettez dans les conditions pour que la conception soit efficace, rapide et normale. Voilà, donc ne venez pas, c'est comme qui te donne tout ça, non, c'est Dieu, d'accord? Voilà, bon. Maintenant, ce que je demande aussi comme conseil, mais non, je ne demande pas autant pour moi. Ce que je donne comme conseil, pardon, vous qui êtes sous traitement du cancer, que ce soit la radiothérapie, que ce soit la chimiothérapie, je ne doute. Ici, ce que je dis, ce n'est pas de mettre en doute la compétence ou l'efficacité des traitements radio ou chimio. Mais c'est de vous dire, mettez toutes les chances de votre côté. Si vous faites la chimio ou la radiothérapie, et si vous estimez que parce qu'on vous a dit que vous êtes guéri, et vous croyez à ça, que Dieu vous aide. Parce que vous n'avez rien compris encore. Le cancer est très malicieux et très vicieux. Je répète, le cancer est très malicieux et très vicieux. Quand on vous parle de chimio ou de radio, c'est par rapport aux séquelles sur l'organe infecté. Mais le gène pathogène, il est où? Il allait se cacher quelque part. Il dort tranquillement. Dans ton corps, il est en train de dormir. Toi, tu crois que tu es guéri, mais tu n'es pas guéri. Si c'était ça, est-ce que Oufoué allait mourir? Est-ce que Mobutu allait mourir? Est-ce que Steve Jobs, le grand patron de ça, de iPhone, est-ce qu'il allait mourir?
Mais lui, le jour où il est sorti pour dire « je suis complètement guéri du cancer », 2 jours après, il est rentré dans le coma, il est mort en même temps. Le cancer est dangereux, très malicieux. Donc ce que nous conseillons, même si vous faites la radiothérapie, la chimiothérapie ou toute autre forme de traitement, venez à nous pour qu'on vous propose notre solution à nous, pour que le traitement soit complet et juste. Dès que vous êtes confirmé guéri, la guérison c'est pour toujours. Pourquoi la médecine parle de cancer métastasé? Cancer métastasé parce que ce qui a été traité il y a 2 ans, 3 ans ou 4 ans, attaque une autre partie, c'est là qu'on parle de métastases. Alors, pose-toi la question, si tu t'es guéri il y a 4 ans, pourquoi on parle encore de métastases aujourd'hui? Parce que tu as été maltraité et tu as cru que tu étais guéri. Donc, ce que nous faisons, c'est vous aider à avoir une guérison complète et totale avec nos produits. D'accord? Donc, si vous êtes intéressé, c'est le 223 72 77 47 88. 223 72 77 47 88, une dernière fois. Le 223 72 77 47 88. Merci infiniment à toutes et à tous. On garde le contact et à très bientôt.